Allez, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée et qui est extrêmement importante. En fait, le problème de la personne, c'était le suivant, c'est elle se disait, en fait, quand j'avais un boulot normal, je pouvais venir au boulot que j'avais envie ou pas. Je pouvais être performant, je pouvais travailler jusqu'à la fin de la journée, voire même je faisais des heures sup sans qu'on me demande quoi que ce soit. Et là, maintenant que je suis sur mon projet, je suis incapable d'avancer. J'arrive pas à travailler dessus, j'arrive pas à le faire avancer, j'arrive pas à me mettre dessus. Quand je me mets dessus, c'est une souffrance. Pourquoi est-ce que j'étais hyper productif avant, quand j'avais une entreprise, enfin, quand j'avais un boulot classique, et que je détestais d'ailleurs. Et la personne ne comprenait pas ce qu'il disait, mais je détestais ce boulot en fait. Et j'arrivais à être productif, j'arrivais à faire ce qu'il faisait, parce qu'il fallait en temps et en heure. Et là, je fais enfin quelque chose que j'aime. J'ai enfin mon propre projet, je suis enfin mon propre patron comme je le voulais, et j'arrive à rien. En fait, vous allez voir à travers cette vidéo que si vous arrivez à bosser ou pas, ça n'a rien de logique. C'est avant tout une expérience émotionnelle. C'est quelque chose qui est émotionnel. Pourquoi? Parce que l'être humain est émotionnel. Il n'est pas logique. Je sais, à l'école, on n'arrête pas de vous dire que l'être humain est logique, qu'en entreprise, on prend des décisions logiques. Sauf que c'est absolument faux. Absolument personne ne se dirait logiquement, tiens, j'ai une super idée, je vais littéralement donner les 45 premières années de ma vie, les années où j'ai la santé, l'énergie, la combativité, la vitalité, je vais donner toutes mes meilleures années à une entreprise qui n'en a strictement rien à foutre de moi, et à la fin, je serai à la retraite et je pourrai enfin commencer à vivre si ma santé me le permet. Vous vous doutez bien que d'un point de vue logique, c'est complètement stupide. Sauf que c'est exactement ce qu'on va faire, parce que émotionnellement, on a été câblé pour, on a été conditionné pour. Donc, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à travailler sur vos propres projets, alors que sur le projet des autres, vous y arrivez, mais d'une facilité déconcertante, même dans les pires conditions? Parce que justement, on vous a conditionné pour. Je vais être un peu plus explicite dans la suite de la vidéo. C'est un sujet qui est assez vaste. Donc, s'il y a des trucs qui, on va dire, vous empêchent encore de vous lancer pleinement, n'hésitez pas à venir me voir en live les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir de 21h à 22h et de me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Donc, comment est-ce qu'on a conditionné des gens pour qu'ils soient plus prêts à faire des choses pour les autres que eux-mêmes? C'est très simple. On vous a conditionné pour que tout ce dont vous avez besoin, tous les besoins humains fondamentaux, être heureux, être compté pour les gens, avoir de la valeur, être autonome, contribuer, croître, tous ces éléments-là ont été, on va dire, créés pour que ce soit les autres qui puissent vous les apporter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous êtes petit, quand vous êtes tout petit, quand vous êtes encore un bébé, que vous faites un joli dessin, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes hyper content de votre dessin. Vous le montrez à papa et à maman et qu'est-ce qui se passe? Vos parents aussi sont contents. Et là, qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que votre cerveau il comprend? Il comprend que tiens, si moi je suis content, alors mes parents aussi, alors les autres aussi. Et vous commencez à dessiner votre maison pour la 500e fois, et les 499 premières fois, vos parents arrivaient encore à feindre, on va dire, l'extase. Sauf qu'au bout de 500 fois, ils sont un peu fatigués, ils disent, tu veux pas dessiner quelque chose de plus difficile, de nouveau? Et là, qu'est-ce qui vient de se passer à ce moment-là? Vous vous en rendez pas encore compte, mais maintenant, leur approbation, leur validation a une condition. Et cette condition, c'est même pas vous qui allez la fixer. Autrement dit, vous allez apprendre à ce moment-là que ce sont les autres qui vont déterminer si vous avez le droit d'être heureux ou pas. Pourquoi? Parce que quand vous allez montrer le même dessin pour la 600e fois et qu'ils ne sont pas d'accord, ils disent non, mais ça tu sais déjà le faire, ça ne m'intéresse pas. Vous vous autoriserez pas à être heureux. Vous ne vous autoriserez pas à vous sentir satisfait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire ce qu'on vous dit. Tiens, ils veulent un dessin plus compliqué. Allez, je vais faire un dessin que j'ai jamais fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont heureux. Ah, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que si je suis exactement ce qu'ils me disent, alors je peux être heureux moi aussi. Alors je peux être satisfait moi aussi. Et ce modèle-là, qui a l'air innocent comme ça, il va commencer à, on va dire, déborder sur toutes les facettes de votre vie. Vous êtes à l'école? Qui c'est qui décide si vous avez fait du bon travail? Surtout pas vous. Ça va être votre professeur. Pourquoi? Parce que on a tous déjà eu cette expérience où on fait quelque chose qui a de la qualité pour nous, on le montre au professeur et on se prend une sale note. Qu'est-ce qu'on comprend? Que celui qui décide du barème, c'est pas nous, c'est l'autre. Qu'est-ce qui va se passer alors à ce moment-là? Les gens vont commencer à être un petit peu, on va dire, obsédés par c'est quoi? Comment on fait pour avoir une bonne note? Comment on fait pour réussir? Comment on fait pour être bien noté? C'est quoi qui est important ici? On commence à adopter les règles des autres parce qu'on leur a donné le pouvoir sur absolument tout. Décider de notre valeur, décider de notre bonheur, décider de notre, on va dire, validation interne. Tous ces éléments-là, on l'a donné aux autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes en entreprise? Vous allez être au summum, au paroxysme de ce qu'on vous a appris. Qui c'est qui décide si vous avez droit à une augmentation? Certainement pas vous. Qui c'est qui décide si vous avez fait du bon boulot? Certainement pas vous. Vous pouvez dire, hein, ah, j'ai fait du bon travail. Par contre, est-ce que vous allez mériter une augmentation derrière? Est-ce que vous allez en mériter plein? C'est-à-dire que même si vous faites toute l'année, on va dire, en étant au top, etc., toujours pas vous.
Qu'est-ce qui va se passer aussi? Vous allez vous rendre compte que vous allez être heureux ou vous êtes content uniquement quand les autres sont contents. Contents de votre travail, contents de ce que vous apportez, contents de votre contribution. Félicitations, vous venez, on va dire, vous avez été éduqué, vous avez été conditionné pour donner les clés de votre destin, de votre bonheur à n'importe qui. Et quand vous êtes en entreprise, vous allez juste renforcer ça en boucle pendant des années et des années. Alors le jour où vous vous cassez enfin, alors le jour où vous devenez votre propre patron, et que ce jour-là, il n'y a plus que vous dans votre entreprise, dans votre projet, et que tous vos sous-systèmes ont été créés et façonnés par rapport aux autres. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez travailler sur votre projet? Les premiers jours, ça va être génial. Les premiers jours, vous allez dire waouh, enfin libre, enfin je peux faire ce que je veux, enfin je peux aimer mon vrai travail, enfin je peux je sais pas quoi encore. Mais il y a un gros problème, c'est que les besoins que vous aviez précédemment, qui étaient satisfaits par les autres, vous ne pouvez plus les avoir. Vous ne pouvez plus les avoir parce que vous ne savez pas comment faire pour vous autoriser à avoir ça tout seul. Pourquoi est-ce que vous allez vous lever le matin pour aller au travail, en entreprise, alors que vous détestez votre boulot? Parce que vous n'avez pas envie de vous faire déchirer. Et le problème, c'est que vu que vous avez accordé énormément d'importance aux autres, quand ils vont vous déchirer, ça va faire extrêmement mal. Parce que c'est eux, en fait, qui ont les clés de votre amour, qui ont les clés de votre valeur, qui ont les clés de votre approbation, qui ont les clés de votre validation. Et vous n'avez pas envie de perdre ça, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Que vous soyez malade ou pas, vous allez y aller. Et tant pis pour le Covid. À l'inverse, quand vous êtes tout seul sur votre projet, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas envie de bosser, il ne se passe rien, en fait. Alors oui, effectivement, vous allez vous sentir un peu coupable, etc., sur le moment. Sauf que, étant donné qu'on a passé votre vie à vous dire que ce que vous pensez n'a aucune valeur, ce que vous imaginez n'a aucune valeur, donc quand vous allez dire « Ah ouais, mais moi je pense que j'ai fait un bon travail ». Ouais, mais ton boss, il n'est pas d'accord, donc du coup, c'est lui qui a raison. Autrement dit, pendant tout ce laps de temps, on vous a fait comprendre que ce que vous pensez, ce que vous ressentez, n'a aucune importance, aucune pertinence. Alors quand vous allez vous dire « Ah ouais, mais là, j'ai vraiment pas envie », et qu'il y a une partie de vous qui va dire « Allez, il faut que tu y ailles, sinon tu vas le regretter, sinon tu vas te sentir coupable, etc. » Je m'en fous. Je m'en fous, je vais lancer Netflix. Je m'en fous, je vais scroll comme ça, là, sur mon téléphone, parce que j'ai pas besoin d'aller à mon boulot à une certaine heure. C'est quand même pour ça que je me suis lancé dans mon propre boulot, quoi. J'ai pas envie d'avoir des horaires extrêmement précis, j'ai pas envie d'avoir je sais pas quoi encore, j'ai pas envie de sauter à travers les cerceaux. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez arrêter de faire tout ça. Sauf que, précédemment, vous aviez fait tout ça, vous avez accepté de faire tout ça, parce qu'en échange, il y avait quelque chose pour vous. Il y avait vos besoins humains qui étaient assouvis. Et maintenant, c'est plus le cas. Qu'est-ce qui se passe alors? Quel est le premier réflexe que les gens vont avoir? Ils vont se dire, parce qu'ils ne comprennent pas encore ce phénomène, ils vont se dire peut-être que finalement, il faudrait que je reproduise ce schéma qui me permettait de réussir. Peut-être qu'il faudrait que je reproduise cet environnement toxique pour justement me permettre d'être assez productif. Et promis, après, quand je serai heureux, quand j'aurai tout ce que je veux, j'arrêterai de le mettre en place, je trouverai autre chose. Sauf que vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais réussir parce que, à moins de replonger complètement dans un environnement où les autres décident pour vous, quand vous allez faire semblant de reproduire cet environnement-là, parce qu'il vient de vous aussi, au bout d'un moment, on va dire l'illusion ne marchera plus. Ce que j'aimerais vous permettre de faire plutôt à travers cette vidéo, c'est de développer vos propres moteurs internes, ce qui va vous permettre de vraiment vous-même avancer sans avoir besoin des autres, sans avoir besoin de leur validation, sans avoir besoin de leur ordre, et du coup de retaper en fait tout votre schéma, tout votre on va dire, système de valeurs. Pourquoi aujourd'hui c'est nettement plus simple pour vous de faire des choses que les autres vous demandent? Parce qu'on vous a fait comprendre que faire ce qu'on vous demande, c'est la clé de tout. C'est la clé du bonheur, c'est la clé de l'approbation, de la validation. Et forcément, quand vous travaillez pour vous, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas tout ça en fait. Vous n'avez pas appris à vous valider vous-même. Vous n'avez pas appris à vous dire je suis fier de moi et que ça compte. Vous avez juste appris à mais qu'est-ce que pensent les autres? Mais est-ce que je vais assez vite pour les autres? Est-ce que c'est assez pertinent? Ça en arrive au point, si vous voulez, pour essayer de vous faire comprendre à quel point c'est puissant ce qu'on vous a appris, la façon dont on a conditionné. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi en tant que société? On veut que les enfants, quand ils deviennent, on va dire, quand ils sont en âge de travailler, il faudrait qu'ils soient déjà, on va dire, parfaitement adaptés à la réalité de l'entreprise. Et la réalité de l'entreprise, c'est quoi? C'est que vous allez prendre un poste et que du jour au lendemain, il y a un type qui va vous dire quoi faire, comment le faire, à quelle vitesse le faire. Et vous devez trouver ça normal. Pour certains d'entre vous, le conditionnement est tellement, on va dire, avancé que vous dites, bah, c'est quoi le problème en fait? Ça a toujours fonctionné comme ça? Non, c'est faux. Ça n'a pas toujours fonctionné comme ça. Imaginez un être humain qui a son libre arbitre. Ah, j'ai une super idée. Je vais le mettre dans un environnement où il n'aura pas de libre arbitre. Je vais le mettre dans un environnement où il sera forcé de suivre ce que disent les autres. Ok, mais les autres, ils font quoi du coup? Ah, les autres, ils peuvent s'en mettre plein la panse, il n'y a aucun souci. Les autres, ils peuvent penser qu'à eux, il n'y a vraiment aucun problème. Ils peuvent se servir des autres, il n'y a aucun souci. Non, ce truc-là n'est pas du tout naturel. Ce truc-là, la société a changé, a évolué pour se rapprocher de ce truc-là. Mais en aucun cas, c'est naturel. En aucun cas, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Pourquoi? Vous n'avez qu'à voir le nombre de gens qui sont dans la rue à chaque fois qu'il y a des réformes. Ça vous expliquera, enfin, ça vous montrera extrêmement rapidement pourquoi est-ce que
les gens ne sont pas assez épanouis à travers leur travail aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'est pas organisé pour leur épanouissement. Il est organisé pour, on va dire, euh, l'efficacité, pour la rentabilité, ce qui en fait n'a rien à voir avec l'épanouissement. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous allez commencer à retravailler votre système de valeurs? Vous allez commencer à lister en fait qu'est-ce que les autres ont la capacité de faire pour vous. Ils sont capables de vous permettre d'être heureux, ils sont capables de vous donner de l'amour, de vous donner de la reconnaissance, de vous donner de la valeur. Qu'est-ce qu'ils sont capables aussi de faire? Ils peuvent aussi détruire votre valeur, ils peuvent aussi détruire tous ces éléments-là. Vous allez commencer à tout lister. En fait, vous voulez voir l'étendue des dégâts, vous voulez faire un état des lieux. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous rendre compte que tout dépend des autres et que vous êtes juste, on va dire, coupé des autres à travers votre projet, c'est normal que vous n'arrivez plus à fonctionner. Qu'est-ce que vous allez devoir faire à ce moment-là? Vous allez devoir repartir sur des éléments nettement plus, on va dire, stables, nettement plus pertinents dans le sens qu'ils vont respecter le fonctionnement de votre cerveau. Premier élément, le cerveau, avant de faire quoi que ce soit, il a besoin, enfin il a du moins deux approches. Soit il fait ça pour le plaisir, parce qu'il sait qu'il va y avoir du plaisir, soit il fait ça pour éviter une souffrance. Pourquoi est-ce que les gens vont au travail sans faute en évitant au maximum d'être en retard? Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire déchirer s'ils arrivent en retard, ou s'ils arrivent trop en retard. Donc, parce que ça respecte le fonctionnement du cerveau, les gens du coup vont suivre ça à la lettre. A l'inverse, vous prenez un type qui arrive tout le temps en retard. Qu'est-ce que lui, il a appris? Il a appris qu'il est arrivé en retard 5-6 fois, et il ne s'est rien passé en fait. Il n'a pas été puni. À partir du moment où il comprend ça, il n'arrivera plus à ne plus être en retard. Il n'arrivera plus à, on va dire, être comme terrifié à l'idée même d'être en retard. Il va se dire, c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, ils ne peuvent pas me virer pour ça. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? La règle imaginaire ne fonctionne plus. Mais tant que vous ne transgressez pas cette règle, vous allez justement la suivre et vous la rappeler en permanence. Donc, premier élément que vous devez comprendre, le cerveau va faire quelque chose pour du plaisir ou pour échapper à la souffrance. Donc vous, quand vous allez travailler sur votre projet, est-ce que vous pensez à « ok, il faut que je fasse ça et ça va être long », autrement dit, vous pensez à la corvée, ou est-ce que vous pensez à les bénéfices incroyables que vous allez avoir? 99 fois sur 100, quand vous n'avez pas envie de travailler, il n'y a pas l'ombre d'un bénéfice dans votre tête. Il y a juste la merde qui vous attend, la quantité de travail gigantesque qui vous attend, la quantité de souffrance qui vous attend parce que dans l'inconfort, parce que vous allez faire des choses qui sont nouvelles, et du coup, vous ne maîtrisez pas le sujet, alors vous allez vous sentir mal. C'est évident que quand vous commencez à tomber dans ce piège-là, vous allez vous dire, bah, tiens, c'est bizarre, j'ai pas envie de travailler. Votre boulot à ce moment-là, en fait, c'est à chaque fois que vous n'aurez pas envie de travailler, c'est de noter en fait pourquoi vous n'avez pas envie de travailler. Évitez tout ce qui est jugement. Ah, c'est parce qu'en fait, je suis pas fiable. Ah, c'est parce qu'en fait, je suis pas sérieux. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, je sais pas ce que je veux. Non. Le jugement, c'est l'arme qu'on a utilisée dans la société pour justement vous pousser à vous sentir mal si vous ne faites pas exactement ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qui se passe quand un employé n'est pas à la hauteur? On va lui dire que c'est lui le problème. On ne va pas lui dire que tiens, qu'est-ce qui te manque? Non, on va d'abord lui faire comprendre qu'il est problématique, on va d'abord lui faire comprendre que ça ne devrait pas se reproduire, et ensuite on va essayer de mettre en place des solutions qui, on va dire, il aura beaucoup de mal à refuser, parce que justement refuser, ça voudrait dire ne pas être bon, ne pas être méritant, ne pas mériter l'amour, ne pas mériter la validation, ne pas mériter d'avoir de la valeur. Donc oubliez tout ce qui est jugement et constat. J'ai pas réussi à le faire parce que je fais n'importe quoi. Ça aussi, ça dégage. J'ai pas réussi à le faire parce que, en fait, je suis pas quelqu'un qui se dépasse comme ça, qui se fait du mal. Je suis pas capable d'encaisser en fait cette difficulté. Ça aussi, ça dégage, ça veut absolument rien dire. Il y a des choses très difficiles que vous avez fait au cours de votre vie et vous avez réussi à les faire parce que justement le bénéfice était là. L'intérêt était suffisamment grand. C'est tout. Une fois que vous avez listé tous ces moments où vous n'avez pas fait le travail, essayez d'estimer pourquoi. Premier élément, est-ce que j'avais les bénéfices en tête? 99 fois sur 100, c'est pas le cas. Deuxième élément, est-ce que j'avais une épée de Damoclès au-dessus de moi? Autrement dit, est-ce que je me suis rappelé la souffrance que j'allais ressentir si jamais je ne le faisais pas? Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce que moi je fais mes vidéos alors qu'il va pleuvoir dans pas longtemps, que j'ai pas le temps, que j'ai beaucoup de clients qui arrivent bientôt, que j'ai pas encore mangé et qu'il est 1h30? Ça va, encore 1h30 ça peut aller. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je me suis dit la chose suivante. Il est hors de question que tu laisses des imprévus dans la journée t'empêcher d'avoir ce que tu veux. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux plus tard, c'est inspirer les gens. Et si je ne fais pas des choses qui sont difficiles, si je ne m'entraîne pas à faire des choses difficiles, si je ne montre pas que c'est difficile et que je peux quand même traverser ça, les gens, quand ils vont me regarder, vont dire « Ah ouais, mais en fait, il a réussi, mais uniquement parce qu'il avait le temps. Uniquement parce que c'était simple. Uniquement parce que je ne sais pas quoi encore. » Et du coup, ça ne va pas les inspirer. À l'inverse, ils se disent « Mais en fait, ce mec, il n'a pas le temps. Il est en train de faire 2 vidéos d'affilée. Il porte exactement le même fringue que la vidéo dernière. C'est simple, c'est sûr, c'est même la même plage. Putain, cet enfoiré, il n'a tellement pas le temps qu'il n'a même pas changé on va dire, d'endroit où il a filmé. »
C'est tout à fait vrai. Mais pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que la perspective de ne pas y arriver, de ne pas le faire, de ne pas tenir ma promesse, de ne pas rendre le monde meilleur, de ne pas inspirer les gens, de ne pas, on va dire, faire en sorte d'être une inspiration pour les autres, ça me tuerait trop. C'est pire pour moi que de me faire du mal là, maintenant, tout de suite, en sachant que ce mal va, on va dire, être temporaire. Et mieux que ça encore, il va disparaître. Il va complètement disparaître de ma mémoire. Il va complètement disparaître de l'univers. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est difficile pour moi, mais je peux vous assurer que demain, j'aurai un problème qui sera tout aussi chiant, qui va complètement éclipser le problème que j'ai aujourd'hui. Autrement dit, je refuse de céder à un problème qui va disparaître de ma mémoire. Je refuse de céder à un problème qui va disparaître de l'univers. Je refuse de céder à un caprice juste parce que les choses ne se passent pas exactement comme je l'avais prévu. C'est justement parce que j'ai des difficultés que je vais pouvoir inspirer les gens. C'est justement parce que j'ai des difficultés que je vais pouvoir me rappeler de qu'est-ce que les gens traversent et de comment je peux les aider. Là, je parle à la fois des bénéfices pour moi et en même temps, je parle de la souffrance que j'essaie d'éviter. La souffrance insoutenable que j'essaie d'éviter. L'autre raison aussi qui me permet de continuer, c'est de me dire, tiens, si pendant 5 ans, je tombais, je pliais face à tous mes caprices, face à toutes les difficultés, qui est la personne que je serais? Je serais exactement la même personne qu'aujourd'hui. J'aurais claqué 5 ans de ma vie supplémentaire pour finalement ne pas avoir bougé. Cette perspective m'horripile déjà. À l'inverse, si je suis cette personne qui, malgré toutes les difficultés, trouve le moyen quand même de tenir ses promesses, s'améliore en permanence, devient meilleur, augmente sa capacité. Dans 5 ans, je suis où? Dans 5 ans, je suis à un niveau que j'imagine même pas. Je serais capable d'inspirer des gens à une échelle que je n'imagine même pas. Une échelle qui n'était même pas possible pour le moi d'aujourd'hui. Et là, du coup, je me souviens de pourquoi je dois le faire. Donc quand vous allez penser à vos activités, est-ce que vous allez arriver à les lier comme ça à quelque chose de puissant et à une souffrance qui est insoutenable? Ou au contraire, est-ce que vous vous focalisez juste sur l'instant présent qui est « Ouf, ça va être chiant ». Ah, je peux vous assurer que ça va être chiant pour moi aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me dis, tiens, je dois faire 2 vidéos longues d'affilée et j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, du coup, je suis en train de me mordre sur d'autres éléments qui font que je vais être pressé ou du moins je vais trouver le meilleur moyen pour être beaucoup plus efficace par la suite. Je prends. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ces problèmes-là vont disparaître dans pas longtemps. Donc au lieu de me focaliser là-dessus, je viens les relativiser ici. Je viens les diminuer. Donc, qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez une fois que vous avez établi quels sont les bénéfices que je pourrais me rappeler quand je dois faire cette activité, quand je dois travailler? Quelles sont les souffrances insoutenables que je dois garder en tête? Cette épée de Damoclès que je pourrais avoir au-dessus de moi pour me rappeler que je dois y aller. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour justement maximiser mes chances d'éviter ce problème-là? Avant chaque activité, avant chaque journée que je commence, je me rappelle mes bénéfices. Je me rappelle l'épée de Damoclès qui est au-dessus de moi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je ne parle pas juste on va dire, du bon côté, de l'avenir radieux? Pourquoi est-ce que je rajoute cette souffrance insoutenable? C'est pas moi qui décide. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Le cerveau est capable de faire beaucoup de choses pour éviter la souffrance. Il est capable de s'infliger un boulot qu'il déteste pendant 45 ans, juste pour avoir peut-être éventuellement un goût de liberté qui s'appelle la retraite vers 65 ans. Vous imaginez la puissance du truc? Et vous croyez que je vais passer à côté parce que ouais, mais c'est pas bien, parce que moi j'aurais préféré une vie où tout est facile, etc. Ouais, sauf que c'est pas comme ça la vie. Dans le sens, c'est pas quelque chose qui, on va dire, est tout de suite facile. Évidemment, quand vous serez la version finale de vous-même, quand vous aurez résolu tous les problèmes, quand vous arriverez à passer au-dessus de tout, tout vous semblera être que du plaisir. Et j'ai même une bonne nouvelle pour vous, c'est déjà le cas pour moi. Parce que même si j'ai pas le temps, etc., ces problèmes que j'ai, ce sont des problèmes qui, à 5 ans, j'aurais tué pour les avoir. Aujourd'hui, je les ai. Imagine. Franchement, j'ai pas le temps, là, je dois faire une vidéo qui va permettre à des gens d'arrêter de souffrir et des gens qui vont enfin pouvoir avancer vers leurs rêves sans se demander s'il y a quelque chose qui va pas avec eux. Oh là là, franchement, hein, je suis vraiment quelqu'un à plaindre. J'ai un problème que je veux. J'ai un problème qui va permettre de rendre les gens qui me font confiance, de les mettre dans une meilleure position, de leur permettre d'avoir une meilleure vie. Franchement, je suis vraiment dégoûté. Hein. Non. J'ai littéralement fait, tous les sacrifices que j'ai faits, c'était pour ce moment-là. Donc c'est évident que pour moi, je ne vois pas de difficulté ici, je vois juste le prix à payer pour ce que je veux dans le futur. Je vois juste le prix à payer pour avoir tout ce que je veux dans la vie, pour avoir toute la vie que je veux, toute la mission que je veux dans cette vie. Finalement, quelle est la dose de souffrance que je vois? Elle est misérable. Elle est misérable parce que mes bénéfices sont juste incroyables. Donc, comment je fais pour avoir les qualités plus tard d'inspirer les gens? Je fais des choses difficiles aujourd'hui. Je traverse des difficultés aujourd'hui. Je permets à d'autres de traverser ces mêmes difficultés. Et quand ils vont réussir, ils vont être fiers d'eux-mêmes. Ils vont se dire, en fait, depuis le départ, j'avais juste la mauvaise méthode. Le problème, ça n'a jamais été moi. Et quand vous comprenez ça, vous vous libérez
d'un sentiment de culpabilité qui n'a rien à faire là. Et ça, justement, c'est l'autre point qui va arriver, c'est qu'on vous accable pour vous sentir coupable, pour vous sentir nul, si vous n'arrivez pas à tenir vos engagements. Pourquoi on vous a appris ça? Parce que justement, quand quelqu'un va vous dire quoi faire, quand le faire, à quelle vitesse le faire, ce serait quand même marrant qu'il n'ait pas besoin de vous, on va dire, de vous fouetter toutes les 20 secondes, quoi. Alors, ce qu'il va plutôt faire, ce qu'on a plutôt fait dans cette société, c'est qu'on va mettre directement le tortionnaire dans votre tête. On va vous inventer plein de règles imaginaires qui font que si vous ne les respectez pas, vous allez vous fouetter vous-même. Ça, c'est vraiment génial. Parce que le jour où vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'allez pas vous retourner contre qui que ce soit. Vous n'allez même pas comprendre que le problème a été créé quand vous étiez encore jeune, quand vous étiez encore enfant. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous n'allez pas être à la hauteur? Vous allez vous matraquer la gueule vous-même. Et vous allez penser que c'est normal, parce que justement, c'est ce que vous faites depuis tout petit. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans votre tête? Pourquoi est-ce qu'on vous a créé ce sentiment de culpabilité lorsque vous ne tenez pas vos engagements? Parce qu'on n'avait pas envie de vous fouetter. Parce que si jamais c'est quelqu'un d'autre qui vous fouette, un jour, vous pouvez en avoir marre et vous pouvez littéralement mettre une droite à cette personne, voire la massacrer. Donc, étant donné qu'on n'a pas envie de mourir, on va faire en sorte que vous vous massacriez vous-même. Comme ça, au moins, on n'a pas de sang sur les mains, on ne se salit pas les mains. C'est vous-même qui allez le faire pour les autres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous allez commencer à lister tous les comportements qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs. Sentiment de culpabilité, sentiment d'être nul, sentiment de ne pas avancer, avoir peur. Notez tout. Franchement, notez tout. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que vous allez commencer à vous dire, tiens, c'est quoi mes règles imaginaires pour chacun de ces éléments-là? En fait, je me dis que si je dis à quelqu'un que je vais faire quelque chose et que je ne le fais pas, je me dis que je suis nul. Je me dis que je ne suis pas fiable. Je me dis que je ne sais pas quoi encore. Notez tout. Et vous allez vous rendre compte de quoi? Que ces règles imaginaires, vous pensez que c'est vraiment la vérité. Vous pensez que c'est vraiment quelque chose que vous devez tenir. Je ne dis pas que vous devez vous débarrasser de tout. Je dis juste que vous devez arrêter de faire les choses pour les autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je tiens mes promesses? Avant tout, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que je veux être cette personne qui plus tard pourra inspirer les autres. Alors la première personne que je dois inspirer, c'est moi-même. Je ne peux pas commencer par les autres. Parce que si je commence par les autres, il suffit que les autres, on va dire, chavirent. Il suffit qu'ils changent. Il suffit qu'ils me demandent de faire autre chose. Et hop, je me retrouve à être une girouette, je me retrouve à faire autre chose. Non, il y a une seule constante ici, c'est ma vie pour moi. Qu'est-ce qui me permettrait de me réaliser? Qu'est-ce qui me permettrait d'être heureux? De vivre pour moi, de vivre pour ma mission que je me suis fixée. Et si les autres, certaines personnes veulent me suivre, veulent elles aussi réaliser leurs rêves, et qu'elles pensent que c'est mon chemin qui peut leur aider, qui peut les aider à le faire, je serai ravi de leur donner tout ce que je peux pour qu'ils y arrivent. Imaginons maintenant que je fasse l'inverse. Au lieu de le faire pour moi, je le fais pour les autres. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que quelqu'un va me faire un commentaire, à chaque fois qu'il va me faire une remarque, à chaque fois qu'il va me dire que c'est nul ce que je fais, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me remettre en question. Au lieu de ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois au contraire doubler la mise. Quand quelqu'un vient me voir aujourd'hui et qui me dit que mes vidéos sont nulles et qu'elles servent à rien, je ne sais quoi encore, je vais juste comprendre qu'il n'est pas la cible. Je vais juste comprendre que lui a une vision du monde différente. Et il a le droit d'avoir une vision différente. Ce n'est pas à moi de le changer. Je n'ai pas à me défendre. Je n'ai même pas besoin de m'expliquer. Je n'ai même pas besoin de, on va dire, me justifier. Je dois juste comprendre que, merci pour le commentaire, je comprends que tu n'es pas ma cible, au revoir. C'est tout. Pourquoi? Parce que je fais ça pour moi avant tout. Si je faisais ça pour les autres, je me tordrais dans tous les sens pour être apprécié de tout le monde. Et le jour où vous comprenez qu'on n'est pas dans un concours de popularité, mon but, c'est pas d'être aimé par tout le monde, c'est pas d'avoir leur vote. Vous allez pouvoir vous libérer et penser à la seule chose qui est vraiment importante pour vous, vous-même. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que c'est mon conseil est à l'inverse de ce que les gens vous disent quand vous voulez aider les autres? Parce que vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'êtes pas d'abord aidé vous-même. Vous ne pouvez pas aider les autres au maximum de vos capacités si vous-même vous êtes en déficit. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en déficit et que vous allez aider les autres, vous allez leur donner le peu que vous avez. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, à chaque fois que vous allez donner, vous allez commencer à vous saboter. Et parce que vous sabotez, vous pourrez donner de moins en moins. Moi, j'ai compris un truc. Si je voulais vraiment aider les gens à l'échelle où je voulais, il faudrait que je me mette dans une situation déjà où je suis tellement bien que je peux donner, donner, donner et donner sans que ça me coûte quoi que ce soit. Ce qui est en contradiction directe avec tout ce qu'on vous a appris sur le fait de donner. On va vous inventer plein de règles imaginaires sur le fait de donner. Donner n'a de sens que si personne n'est au courant. Si vous faites ça, mais pas pour, on va dire, avoir des retours. Donner, ça compte que si ça vous fait mal, que si ça vous met dans une merde incroyable. Et qu'est-ce qui se passe avec ces belles notions de donner, on va dire presque de façon idéale? Personne ne donne en fait. Personne ne donne parce que personne n'a envie de se foutre dans la merde. Personne ne donne parce que personne n'a envie de faire des sacrifices si en plus ça sert à rien. Même les gens qui le font vont le faire parce qu'ils savent au fond d'eux que ça leur fait plaisir. On en est là en fait. On a inventé des règles imaginaires de vertu par exemple qui ne s'appliquent pas au fonctionnement même de l'être humain. C'est pas comme ça que le cerveau il fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec toutes ces associations qui avant utilisaient cette façon de donner
Voilà, on ne dit à personne que vous avez donné, on fait pas d'annonce, on s'assure que les gens qui donnent font des sacrifices. Ben, ils avaient des quantités de dons qui étaient ridicules. Un jour, il y a un mec qui a tout changé. Il s'est dit, en fait, les gars, on va faire en sorte que quand quelqu'un fait un don, même de 1 euro, on va l'annoncer. On va le publier sur notre newsletter ou je ne sais quoi encore. On va le crier publiquement. Les gens qui vont donner beaucoup auront droit à une certaine position. Les gens qui vont, on va dire, contribuer énormément auront droit à une certaine récompense, une tablette ou je ne sais quoi encore, pour dire merci pour votre soutien ou votre contribution. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont commencé à implémenter ça? La quantité de dons a explosé. Les gens se sont rendus compte que donner, c'était une façon comme une autre de dépenser son argent. C'était une façon comme une autre de contribuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé, enfin toutes les associations, on va dire, qui cherchent à avoir du financement pour, on va dire, continuer à faire leur mission, ont compris ça. Du coup, maintenant, quand vous donnez, vous aurez droit à un joli email automatique qui vous dit merci pour votre contribution. Ça va nous permettre d'aider tant de personnes, de payer tant de repas pour certaines personnes dans le monde. Et voilà qui c'est que vous avez aidé grâce à votre argent. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont commencé à mettre ça en place? Les gens ont commencé à voir le but de donner, à voir l'impact concret qu'ils avaient. Parce qu'en fait, vous n'allez pas mentir aux gens non plus, c'était vraiment des vrais impacts qu'il y avait. Et les gens ont commencé à donner de plus en plus. Mais ils n'ont pas donné de plus en plus parce que ça les faisait souffrir. Au contraire, ça leur faisait plaisir de compter. Donc moi, ce que je veux que vous fassiez, en fait, quand vous allez commencer à énumérer vos règles imaginaires, c'est demandez-vous si ces règles imaginaires vous aident tant que ça. Quand vous vous dites que travailler sur votre projet, c'est supposé être difficile, est-ce que ça vous aide? Bah non, ça me démoralise en fait. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait plutôt comme règle? En fait, il faudrait que travailler sur mon projet, ce soit vraiment comme un jeu vidéo. Parce que les jeux vidéo, je peux faire ça pendant toute la journée. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de prendre ça comme un jeu vidéo? J'accorde trop d'importance au fait de réussir. Je me dis que j'ai pas le droit d'échouer. Je me dis que je dois réussir du premier coup, que je dois réussir vite. Que mon projet, en fait, c'est ce qui me permettra de, on va dire, me nourrir, de vivre ma vie, de vivre ma passion. Il faut absolument que ça marche, il faut absolument que ça marche très très vite. Alors je me mets une pression tellement énorme que j'arrive plus à travailler. Ok, quand tu dois jouer à un jeu vidéo, est-ce que tu te dis, je dois absolument jouer parfaitement pour être heureux? Bah non, en fait, je m'autorise juste à jouer, je m'autorise juste à vivre l'expérience, je m'autorise juste à faire ce que j'ai envie de faire. Et parfois même, en plein milieu de la partie, je me retrouve à faire un test. Même si ce test me fait perdre, je m'en fiche. C'est ça que vous voulez faire. Vous devez utiliser en fait ce qui marche déjà autour de vous pour vous donner des idées sur qu'est-ce que vous pourriez changer pour vous donner l'envie de faire les choses. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je m'amuse à faire mes vidéos sur YouTube? Parce que pour moi, c'est un jeu. Et ce jeu, c'est quoi? C'est un jeu qui consiste à jouer contre moi-même. Pourquoi? Parce que YouTube, finalement, comment ça fonctionne? Tant que vous produisez du contenu, de manière générale, ça va aller vers le haut, ça va s'améliorer. Votre nombre d'abonnés va augmenter, le nombre de gens que vous pourrez aider va augmenter, ou atteindre va augmenter. Autrement dit, à chaque fois que vous jouez, vous pouvez que gagner. Ou au pire des cas, vous n'avancez pas. Autrement dit, vous n'avez rien à perdre. Qu'est-ce qui se passe alors? La seule personne qui compte réellement, la seule personne contre qui vous battez réellement, c'est vous-même. Combien de temps il vous faudra avant de vous, on va dire, vous décourager? Combien de temps il vous faudra avant de vous dire ça sert à rien aujourd'hui, ou j'ai pas envie aujourd'hui? À chaque fois que j'avais pas envie, je voyais ça comme un jeu. Je lance une partie, et tiens, dans ce jeu-là, on doit essayer de traverser l'obstacle, mais il y a plein de trucs qui vont nous empêcher d'y arriver. Vous voyez, je vois comme une espèce de jeu de plateforme. Vous sautez, des fois vous devez glisser, ou des fois vous devez faire les deux. Sinon, il y a des pics qui vous sautent dessus, sinon il y a un monstre qui vous rattrape, ou je ne sais quoi encore. Et là, je me dis juste, bon, ça fait partie du jeu. Et qu'est-ce qui se passe quand je vois ça? J'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer juste pour le plaisir de jouer. Est-ce que j'arriverai à finir le niveau? Est-ce que j'arriverai à faire ce que j'avais à faire, on va dire systématiquement? Et la réponse est non. Je finirai toujours par glisser. Encore aujourd'hui, je suis en train de glisser. Il y a des choses que j'arrive pas à faire, que j'ai pas assez de temps à faire. Est-ce que je vais pleurer parce que j'ai pas réussi? Non. Je comprends que ça fait partie du jeu, que je ne suis pas supposé réussir tout de suite. Je comprends aussi que les niveaux les plus difficiles de ce jeu auquel je joue me demanderont des semaines, voire des mois à réfléchir, de réflexion, pour justement avoir ce que je veux. Ce que je veux que vous fassiez en fait à travers tous ces éléments-là, c'est que vous commencez à prendre conscience que ce qui vous empêche réellement d'avancer, que ce qui vous empêche réellement de réussir, que ce qui vous empêche réellement de travailler sur vos projets, ça n'a jamais été le projet en lui-même. C'est que juste que vous êtes plein de règles imaginaires qui vous empêchent d'avancer, qui vous ralentissent. L'autre point aussi que je veux aborder avec vous, c'est cette notion même de, on va dire, de réussite. Vous allez avoir des seuils, vous allez avoir des règles imaginaires qui sont des seuils. Vous vous dites, ouais mais ça fait 4 ans que je suis dessus, j'aurais déjà dû réussir. D'après qui? D'après quoi? En fait, je me dis que si j'avais gardé mon ancien boulot, j'aurais eu tel niveau de salaire, telle réussite, et peut-être que j'ai mal fait de, on va dire, me lancer dans mon projet.
Et là, vous devez comprendre que vous êtes en train de faire un truc complètement con. Vous êtes en train de comparer deux voies qui n'ont rien à voir et qui n'ont absolument pas la même optimisation. Les gens qui vont se lancer dans un nouveau projet, ils ne le font pas forcément pour gagner de l'argent tout de suite, là, maintenant. À l'inverse, si vous voulez de l'argent tout de suite, là, maintenant, oui, effectivement, allez vous trouver un job. Vous ferez le minimum et vous serez quand même payé, on va dire, au SMIC, si c'est un temps plein. À l'inverse, si vous vous lancez dans un projet complètement nouveau, il est évident que ce projet ne générera pas d'argent tant que vous n'aurez pas tout mis en place. Et si vous ne savez pas à l'avance ce qu'il faut faire pour tout mettre en place, si vous ne savez pas exactement comment réussir sur votre marché, c'est évident que vous n'allez pas avoir autant d'argent que vous le souhaitez. Là, par contre, ce que vous êtes en train de faire, c'est prendre le seuil de « Regarde, tu vois, si je n'avais pas bougé, bah, ça m'aurait tombé tout cuit dans la bouche. Et là, tu vois, je suis obligé de tout faire moi-même. » Ok, tu comprends que tu es en train de comparer deux trucs qui n'ont absolument rien à voir. Alors pourquoi tu leur mets le même temps? Pourquoi on va dire, tu les mets sur les mêmes critères d'évaluation? C'est comme si je prenais un pigeon et un poisson. Et je vous disais, putain, tu vois, le poisson, il est nul, il ne sait pas nager. Pardon, il ne sait pas voler. Je vais me dire, mais tu es complètement con, quoi. C'est deux animaux complètement différents. Ça n'a aucun sens de les comparer. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Pourquoi est-ce que je vous demande de mettre à nu toutes ces problématiques, toutes ces règles imaginaires? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez tomber dans le même piège que tout le monde. Vous allez commencer à régler des problèmes qui ne sont pas les bons problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les personnes qui pensent qu'elles vont régler leurs problèmes de « j'arrive pas à travailler sur mon projet » et qui pensent que c'est un problème de productivité, vous vous êtes bien fait niquer. Vous êtes bien fait niquer parce que vous allez passer votre vie à courir après des systèmes pour être productif. Le Pomodoro, on va dire, le fait de travailler avec du bruit blanc, le fait de bloquer les temps où vous ferez du focus work, le fait de je ne sais pas quoi encore. Il y a tellement de méthodes qui ont été créées pour soi-disant vous permettre d'être productif, mais qui ne font que traiter le symptôme au lieu de traiter la cause racine. Je m'explique. À votre avis, si j'ai la conviction que travailler, c'est une torture, si j'ai la conviction que travailler sur mes projets, c'est un enfer, que si j'ai la conviction que quand je fais quelque chose que je ne suis pas capable de maîtriser, alors je vais faire n'importe quoi. Quelle est la méthode de productivité qui me sauvera? Aucune. Aucune, parce que même si vous mettez un Pomodoro, si vous mettez un espèce de minuteur comme ça qui, au bout de 30 minutes, va sonner, qui m'autorisera à faire une pause. C'est pas tellement la pause qui m'emmerde, c'est pas tellement le fait de travailler longtemps qui m'emmerde, c'est que dès le départ, déjà, j'ai envie de me flinguer. Donc si vous me mettez un joli minuteur, j'en ai rien à péter. Si vous me mettez du bruit blanc, j'en ai rien à foutre. Si vous mettez de la musique, toujours pareil. J'ai toujours ce problème à la base qui me pousse à croire que le problème, que le travail, c'est une torture. Maintenant, je prends encore autre chose. Si j'ai façonné un être humain pour qu'il soit convaincu que travailler pour les autres, c'est nettement plus intéressant que de travailler pour soi-même, parce que soi-même, il n'a aucune valeur. Quand je le mets tout seul sur un projet, quelles sont les chances qu'un putain de Pomodoro l'aide à atteindre ses objectifs? Zéro. Quelles sont les chances qu'un nouveau planning, un diagramme de Gantt, une matrice de Eisenhower, quelles sont les chances que ça lui permette d'être productif? Zéro. Parce que vous ne traitez pas le problème à la racine. Par contre, ce qui est génial, c'est que je peux vous vendre ces méthodes de productivité à la con comme pas possible, parce que si depuis le départ, vous croyez que c'est un problème de productivité, je vais vous vendre une quantité de merde phénoménale et vous verrez absolument rien. Vous verrez absolument rien parce que quand une méthode ne va pas marcher, vous allez faire la même connerie que tout le monde dans ce monde, vous allez vous dire que c'est vous le problème. Alors que depuis le départ, c'est moi qui vous vends des solutions qui ne marchent pas. Par contre, je me fais un fric monstre sur votre dos. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnés, merci pour ma chaîne YouTube qui est incroyable, parce que je vends à des gens des problèmes qu'ils n'ont pas. Je vends à des gens des solutions pour leurs symptômes au lieu de les guérir. Quel fils de pute! Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que je vois des gens aujourd'hui se juger négativement, se descendre, parce qu'ils n'arrivent pas à travailler sur leur projet, et ils vont commencer à trouver des solutions qui n'en sont pas. Ils vont commencer à trouver des sparadraps, ils vont commencer à mettre des petits bandages un peu partout, au lieu de régler le véritable problème. Et le véritable problème que vous avez, c'est que vous avez été conditionné pour ne pas accorder d'importance à ce que vous faites, ne pas accorder d'importance à vos besoins, et à mettre en avant le besoin des autres, à faire passer les autres avant vous. Alors quand j'enlève les autres, vous n'avez plus de moteur. Alors qu'est-ce qu'il faut vraiment que vous fassiez pour régler le problème? Il faut que vous définissiez votre propre moteur. Comment vous allez définir votre propre moteur? Vous listez toutes vos règles imaginaires, vous listez tous les éléments qui ne vous aident pas. Vous commencez à vous projeter dans l'avenir, qui sait que je serai dans le futur?
je serai une personne qui pourra vivre de sa passion, qui fera ce qu'elle aime toute la journée, qui pourra, on va dire, avoir un impact sur le monde. Ok. Pour chacun de ces éléments-là, la future version de toi, qu'est-ce qu'elle penserait de ces éléments-là? Qu'est-ce qu'elle se dirait? Qu'est-ce qu'elle se dirait sur le fait de ne pas avoir d'importance? Elle se dirait hors de question. Au contraire, il faut que je sois la priorité absolue. Il faut que je comprenne que c'est pour moi que je fais tout ça. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je dois me rappeler de pourquoi je dois réussir. Je dois rappeler de pourquoi est-ce que c'est extrêmement important pour moi de réussir. Pourquoi est-ce que ça compte tellement pour moi. Aussi, je dois avoir cette épée de Damoclès qui me rappelle pourquoi est-ce que je dois absolument y arriver, sous le coup de quoi. Sinon, c'est quoi le prix à payer? Je peux vous assurer que si je passe à côté de ma vie, juste parce que c'est dur aujourd'hui, je vais m'en vouloir tout le temps. Comment est-ce que je le sais déjà? Parce que le premier regret qu'ont les gens avant de mourir, c'est ça. Ne pas vivre leur vie. Vivre la vie que les autres ont décidé pour eux. Ne pas avoir exprimé leurs désirs, ne pas avoir passé plus de temps avec leurs amis, ne pas avoir passé plus de temps avec ce qui comptait réellement pour eux, parce qu'au travail, on leur a demandé plus. Parce qu'au travail, en fait, c'est ça aujourd'hui qui est fascinant. C'est qu'il y a plein de gens, je bossais avec un client en fait, qui me disait « je crois que je suis un mauvais père. Je passe plus de temps au boulot qu'avec mes enfants. Et je veux changer ça, mais j'y arrive pas. C'est-à-dire que j'y arrive pendant 2 semaines et ensuite je retourne au boulot. » Et vous savez pourquoi il retournait au boulot? Parce qu'au boulot, voilà ce qu'il avait. Le mec au boulot, c'était un as. Du coup, le sentiment d'importance était au max. Il se sentait être l'acteur principal, comment ça s'appelle? L'élément principal, le héros de son film. Quand il était au boulot, c'était une rockstar. Qu'est-ce qui se passait aussi? Il savait exactement ce qui allait se passer au boulot. Il savait exactement qu'il allait, on va dire, cartonner. Autrement dit, son sentiment de certitude était au max. Donc le mec, il est au contrôle. Il contrôle absolument tout. Il est l'acteur principal. Il sait exactement ce qui va se passer. Troisième élément, qu'est-ce qui se passait à son boulot? Il y avait toujours un feu à éteindre. Il y avait toujours un incendie. Et à chaque fois, c'est lui qu'on appelait. Et lui, du coup, il passait pour le héros. Donc en plus, il y avait du piment. Il y avait des trucs qui étaient intéressants. Il y avait des trucs qui le sortaient de l'ordinaire. Du coup, il y avait de l'aventure. Quatrième élément qu'il avait au boulot, il avait des relations de fou. Il s'entendait très bien avec tout le monde. Tout le monde était, on va dire, dans la même optique que lui. Il fallait faire des étincelles. Autre élément aussi, il arrivait à croître. Il arrivait à apprendre des choses nouvelles. Il faisait croître lui-même et ensuite les gens autour de lui. Autrement dit, on va dire, sa contribution aux autres était incroyable. Pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à rester à la maison et s'occuper de ses enfants? Parce qu'il se rendait compte qu'il était naze. Il ne savait pas comment faire. C'était sa femme, en fait, qui avait pris, on va dire, le relais à ce moment-là. Et lui, il a suivi ça, mais de loin, quoi. Il ne savait pas comment gérer. Sentiment d'importance exécrable. Sentiment de compter exécrable. Pourquoi? Parce qu'il se dit, putain, je fais rien correctement. Le bébé, il n'arrête pas de pleurer. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Il n'arrive pas à parler. Il n'est pas clair dans ce qu'il veut. Bref, il n'arrive pas à choper les signaux. Sentiment de sécurité, est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il arrivait à comprendre ce qui allait se passer ou pas à l'avance? Non. Il se sentait en dessous de tout. La surprise. Ah, la surprise, ça, par contre, il en avait. Il n'y avait rien qui se passait correctement et par contre, il se sentait dépassé à chaque fois. La relation, il était juste avec son enfant. Sa femme n'était plus là, il était à la maison, il s'occupait de l'enfant, on va dire, lui faisait des misères. Bref, sentiment de relation zéro. Croissance, il avait l'impression de rien apprendre parce qu'il ne comprenait rien à ce qu'il faisait. Il était trop focalisé sur le négatif. Contribution, il ne peut plus contribuer. Il ne peut plus apporter quoi que ce soit aux autres. Il est là, en train d'essayer vaguement de s'en tirer. Il demande à ChatGPT comment s'en sortir, mais c'est tout. Est-ce que vous comprenez que c'est évident que le mec, du coup, il va repartir au bureau tout de suite? Est-ce que vous comprenez que, du coup, pour lui, c'est évident qu'il ne va pas être un bon père s'il continue de voir ça comme ça, d'aborder, en fait, le fait d'être un père de cette façon-là? Il veut être une rockstar, il veut réussir tout de suite, mais il refuse d'apprendre. C'est ça, en fait, que je vais vous faire comprendre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui, on va lui vendre quoi? On va lui vendre plein de techniques à la con pour essayer de gérer son stress, pour essayer on va dire, d'accorder moins d'importance à ce qui se passe, de relativiser ses problèmes. Sauf qu'on ne va jamais régler son problème principal, son problème à la base, qui est qu'il passe son temps au boulot, parce qu'au boulot, il arrive à satisfaire tous ses besoins humains fondamentaux. Et quand il est à la maison, il est perdu. Qu'est-ce que je vais changer chez lui? Qu'est-ce qu'on a fait chez lui? Qu'est-ce qu'on a fait avec lui très rapidement et que ça lui a permis de remonter très très vite? On a changé les règles du jeu. Il n'avait plus besoin d'être une rockstar, il avait besoin d'être à l'écoute. Il n'avait plus besoin de trouver les bonnes solutions tout de suite. Il avait besoin d'expérimenter, récolter de l'information et se débrouiller petit à petit. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a accepté d'être au foyer? Parce que sa femme, à un moment, lui a dit « j'aimerais bien retrouver un travail parce que moi aussi je veux vivre ma vie, moi aussi je veux reprendre ma carrière » et qu'il a dit « je t'aime plus que tout, je suis d'accord ». Et il était vraiment d'accord, c'est vraiment ce qu'il voulait faire. Sauf que il se sentait mal, on va dire, il se sentait coupable parce qu'il n'arrivait pas à tenir sa promesse auprès de sa femme. Sa femme qui a accepté de sacrifier justement sa carrière pour lui permettre d'être une rockstar. Vous voyez le truc?
Et il s'en voulait tous les jours de ne pas réussir à le faire, d'avoir cette pensée dans la tête qui lui disait « Tu devrais lui dire que tu as changé d'avis. Tu devrais lui dire qu'elle devrait faire passer sa vie après la tienne. » Et cette pensée, en fait, le torturait. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a commencé à redéfinir les règles du jeu? Il a commencé à comprendre que dans le fait d'être un père, ce n'était pas les mêmes règles. Qu'il n'avait pas besoin d'être une rockstar. Qu'il n'avait pas besoin de tout savoir à l'avance. Qu'il n'avait pas besoin de, on va dire, d'être le centre de tout. Que depuis le départ, c'était son enfant le centre de tout. Et qu'ensuite, c'était sa femme. Et qu'aujourd'hui, il allait pouvoir justement trouver sa meilleure façon de faire en servant sa femme, en servant sa famille. Quand il a compris que c'était ça le personnage principal, sans s'oublier. Hein. Quand je dis servir, c'est pas servir dans le sens être une serpillière. Non, non, non. Servir dans le sens où je vais développer les capacités pour, je vais me transformer, je vais développer tout ce que j'ai à développer pour devenir la meilleure version de moi, afin de remplir mon rôle de la meilleure façon possible. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a accepté de jouer à son jeu, il a accepté de prendre du plaisir, il a accepté de se dépasser, il a accepté que c'était des règles différentes, et il a arrêté de se comparer sans cesse à la vie de rockstar qu'il avait au bureau. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo, pour vous faire comprendre que si vous courez après des rustines, vous n'allez jamais régler votre problème. Pour vous faire comprendre aussi que vous avez été conditionné pour ne pas être capable de travailler tout seul, ne pas être autosuffisant, et que vous devez juste retaper le système. Évidemment, ça va vous demander un travail, ça va vous demander beaucoup d'observation. C'est pour ça que les premières étapes de ma solution, ça consistait juste à lister ce qui ne va pas en fait dans votre façon de faire. Lister les moments où vous n'avez pas pleinement satisfaction. Ensuite, vous allez commencer à lister les règles imaginaires que vous suivez et vous allez pouvoir les retaper. Ça va vous prendre du temps, c'est normal. Parce que c'est un travail que vous allez faire sur vous-même, c'est de l'introspection. Quelque chose que beaucoup de gens en fait ne font pas, ne passent à côté. Et du coup, ils se retrouvent à vivre une vie sans comprendre vraiment ce qui se passe, sans comprendre vraiment pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent. Donc si cette vidéo peut vous permettre d'y voir un peu plus clair, franchement, moi ça me va, j'ai fait mon boulot, quoi. Allez, fin de cette vidéo, amusez-vous bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en live.